Bonjour à toutes et à tous, nous voici donc réunis aujourd'hui pour une leçon sur la vie politique en France et la manière dont fonctionnent nos institutions françaises. Vous avez donc vu dans l'étude de cas un exemple sur la justice des mineurs et son évolution. Cette étude va nous permettre de voir donc un des fonctionnements de nos institutions qui est donc tout le pan du pouvoir législatif, c'est-à-dire celui de faire la loi. Donc ici, nous avons un petit dessin, une petite caricature qui nous montre un petit peu ces différentes étapes de naissance d'une loi. Alors évidemment, c'est un petit peu rapide, mais ça montre bien qu'en fait, au départ, cela vient d'un mécontentement, cela vient d'un problème rencontré dans la société, et donc le gouvernement peut proposer une loi pour régler ce problème. On voit que différentes assemblées rentrent en compte, le Sénat, l'Assemblée nationale, et qu'à la fin, on a une loi promulguée. Alors dans les faits, comment cela fonctionne-t-il? Très simplement. Tout d'abord, deux types de personnes peuvent proposer des lois. Le gouvernement, qui mène la politique du pays, peut faire des projets de loi pour améliorer les choses. Et les députés, les sénateurs, donc les représentants élus du peuple, peuvent proposer des lois. On étudie le texte pour voir s'il est conforme, notamment à la Constitution et surtout s'il est conforme à la politique et à notre manière de vivre. Et ensuite, on va donc en débattre. Alors par exemple, on en débat à l'Assemblée nationale. Les députés ne sont pas d'accord, il y a débat, certains veulent changer le texte, amender, etc. Donc on peut évidemment modifier un petit peu le texte selon les débats qui sont menés. Il est voté. Ce texte voté va donc ensuite être transmis au Sénat, où les sénateurs vont faire exactement la même chose. Si le Sénat vote exactement le même texte, on dit qu'il y a accord des deux assemblées, le texte est donc adopté définitivement, le président de la République signe la loi, c'est la promulgation de la loi, et ensuite elle est publiée au journal officiel, ce qui veut dire qu'en fait, cette loi est portée à la connaissance de tous les citoyens. Car souvenez-vous, nul n'est censé ignorer la loi. Et à ce moment-là, la loi est applicable et elle peut être appliquée. En revanche, imaginons qu'il y ait désaccord entre les deux assemblées, c'est-à-dire que le Sénat n'est pas d'accord avec le texte voté par l'Assemblée nationale et décide de le modifier. Il est voté, et ce texte est différent donc de celui de l'Assemblée. Il retourne donc à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle la navette. Les députés lisent le texte des sénateurs et se disent oui, on est d'accord. Il y a donc accord des deux assemblées et on retourne au schéma précédent. En revanche, si les députés ne sont pas d'accord, ils veulent rechanger le texte. Ils le remodifient, ils le votent, ils le retournent au Sénat. Évidemment, on ne fait pas ça 300 milliards de fois parce que sinon, on n'en sort jamais. Donc à un moment donné, s'il y a désaccord entre les deux assemblées, il y a ce qu'on appelle une conciliation. C'est-à-dire que des députés et des sénateurs vont se retrouver et vont essayer de se mettre d'accord sur un texte commun, qui sera ensuite voté dans les deux assemblées. S'il y a accord, adoption, promulgation, publication. Si en revanche la conciliation ne fonctionne pas, eh bien en dernier recours, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot et qui votera le texte définitif. Pourquoi l'Assemblée nationale et pas le Sénat? Tout simplement parce que les députés ont une légitimité supplémentaire, ils ont été élus directement par le peuple, et donc à ce titre, eh bien, ils ont le dernier mot. Les sénateurs, eux, ont élu indirectement. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas nous qui élisons directement les sénateurs. Il y a quand même un dernier organe de contrôle qui est donc le contrôle du Conseil constitutionnel. Ce sont des sages qui en fait vont vérifier que la loi est bien conforme à la Constitution. Je vous rappelle que la Constitution est la loi suprême et toutes les autres lois doivent respecter cette Constitution. Si le Conseil constitutionnel, après contrôle, décide que la loi est constitutionnelle, eh bien, adoption, promulgation, publication. En revanche, s'il décide qu'elle est non conforme à la Constitution, la loi est purement et simplement annulée, même si elle a été votée par les deux assemblées. Voilà comment on fait une loi en France, voilà ce cheminement de la loi. Vous voyez que c'est pas si simple, c'est compliqué, et ça peut prendre du temps. Alors, ces deux assemblées, voici leur mode de fonctionnement. Donc, au niveau des élections, on voit tout de suite que l'Assemblée nationale, les députés, c'est le suffrage direct. Scrutin majoritaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir 50% plus 1, donc des voix, pour être élu. À la différence, le Sénat est un suffrage indirect, c'est-à-dire ce sont des gens élus par le peuple qui vont élire des sénateurs. Et le scrutin est majoritaire et proportionnel, c'est-à-dire qu'il y a une partie aussi en fonction du pourcentage de voix. Au niveau des rôles et pouvoirs, on voit qu'ils ont des pouvoirs qui sont communs, c'est-à-dire qu'ils débattent, qu'ils discutent des lois. Ils contrôlent, évidemment, ils ont des commissions de contrôle dans divers domaines, et notamment sur l'application des lois. Ils peuvent poser des questions au gouvernement et demander des comptes au gouvernement. Je vous rappelle que le gouvernement n'est pas élu par le peuple, il a été choisi par le président et il doit rendre des comptes devant les assemblées. Et évidemment, en fonction des problèmes rencontrés, il peut y avoir des commissions d'enquête si des problèmes surviennent.
Des droits par contre un petit peu différents. L'Assemblée et le Sénat votent les lois, mais par contre l'Assemblée a une priorité dans tout ce qui est budgétaire et financier. Et surtout, l'Assemblée a un pouvoir important. Il peut voter une motion de censure qui va, si elle est votée, hein, eh bien, fait en fait tomber le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement est obligé de quitter, les ministres quittent leurs fonctions, et le président doit reformer un nouveau gouvernement. C'est ce qu'on appelle plus communément un vote de confiance. C'est donc un contre-pouvoir important au pouvoir exécutif. Il y a un contrôle des assemblées sur le pouvoir exécutif. Voici donc tout ça, hein, ce fonctionnement, il tombe pas de n'importe où, hein, il est inscrit dans la 5e Constitution, ce qui est donc dans la Constitution de notre 5e République. Et donc ce texte-là, on le voit très bien, hein, ici en petit 2, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés. Le gouvernement doit être responsable devant le Parlement. Donc tout ce fonctionnement est inscrit dans la Constitution et c'est pour ça qu'on doit la respecter. Maintenant, l'évolution de la société fait qu'on peut quand même changer des petits morceaux de la Constitution. On peut amender la Constitution. Par exemple, on prend l'article 6 sur le président de la République. En 1958, le président de la République est élu au suffrage indirect pour 7 ans, c'est-à-dire que les Français n'élisent pas le président. En 1962, le général de Gaulle demande aux Français s'ils veulent élire le président de la République directement. Donc, on va changer un petit bout de cette Constitution. En 2000, pareil, on demande aux Français s'ils veulent eh bien, élire le président de la République non plus pour 7 ans, mais pour 5 ans. Et on va changer un petit bout de la Constitution. Donc on peut modifier un peu le texte. Alors cette modification, elle ne se fait pas comme ça. Il y a deux grands moyens de modifier la Constitution. Soit par référendum, c'est-à-dire que le président de la République, élu directement par le peuple, demande directement au peuple son avis. C'est le cas, par exemple, vous voyez, du quinquennat en 2000, ou c'est le cas du traité de Maastricht en 92, où on a posé la question s'il voulait rentrer dans cette Union européenne, dans ce traité de Maastricht. Ou alors, tout simplement, pour des questions plus techniques, par exemple sur la sécurité sociale, la Nouvelle-Calédonie, les sessions parlementaires qui sont peut-être des questions un petit peu plus compliquées, et bien là, ce sont les sénateurs et les députés réunis ensemble dans la même assemblée, qu'on appelle donc le Congrès, qui vont décider si oui ou non on peut changer un petit bout de la Constitution. En revanche, si on change radicalement la manière de fonctionner, c'est-à-dire que si demain on décide qu'il n'y a plus de président de la République, eh bien, le changement étant si important, on va être obligé de réécrire la Constitution. Et à ce moment-là, eh bien, on rédigera une 6e Constitution, et donc on changera de République, on rentrerait dans une 6e République. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous faire comprendre ce fonctionnement. Voici donc les institutions de la 5e République, donc schématisées ainsi. Le pouvoir judiciaire n'est pas évoqué en 3e puisque vous l'avez fait en 4e. Donc vous devez revoir ça et vous devez avoir quelques notions quand même sur ce pouvoir judiciaire. En revanche, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc dans tous les cas, la base, c'est le citoyen. Le citoyen va donc élire ses députés à l'Assemblée nationale. Durée du mandat 5 ans, 577 députés, rôle important, voter les lois. Suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les citoyens vont élire des conseillers régionaux, départementaux, enfin des élus, et ce sont ces élus qui vont donc élire les sénateurs. Élus pour 9 ans, et le Sénat est renouvelé par tiers tous les 3 ans. Il y a entre 300 et 400 sénateurs, leur rôle est de voter la loi également. On voit que le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat vont aussi nommer 3 membres au Conseil constitutionnel. Le président de la République, lui, en nomme 3 aussi, ce qui fait qu'il y a 9 membres au Conseil constitutionnel. Ils sont nommés à vie, c'est-à-dire que même si on change de président entre-temps, pour être élu au Conseil constitutionnel, enfin pour être choisi, bien, il faudra attendre qu'un siège se libère. Au niveau du pouvoir exécutif, on voit très facilement que la France est une république présidentielle, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif est maintenu et détenu par le président de la République. Ce n'est pas le cas partout. Par exemple, en Allemagne, c'est le chancelier, l'équivalent de notre premier ministre, qui a les pouvoirs, alors que le président de la République allemande a très très peu de pouvoir. Donc ici, le président de la République a été élu pour 5 ans. Aujourd'hui, il a un rôle très important. Il représente la France, il représente la nation, il mène la politique du pays, il mène les actions politiques et il a un pouvoir aussi important. Il peut, si besoin, dissoudre l'Assemblée nationale. Donc il a un pouvoir aussi de contrôle sur le pouvoir législatif. Je vous ai dit, le pouvoir législatif a le même contrôle par la motion de censure sur le gouvernement. Le président de la République va donc nommer le gouvernement. Ce gouvernement va être adopté, va être, si vous voulez,
accepté par l'Assemblée nationale. S'il n'est pas accepté, le président de la République doit proposer un autre gouvernement. Le gouvernement est dirigé par un ministre super ministre, si vous voulez, qui est le Premier ministre. Ici, ce n'est plus Jean-Marc Ayrault aujourd'hui, hein, évidemment, c'est Manuel Valls. Le rôle du Premier ministre est donc de mener la politique du pays, et pour ça, il va donc nommer des ministres qui vont l'aider dans chaque domaine de la politique. C'est lui qui nomme le gouvernement et qui propose les ministres et les secrétaires d'État. Donc ils gèrent les administrations, ils mettent en œuvre la politique, ils appliquent les lois qui ont été votées par les parlementaires. Un pouvoir extrêmement important aussi du président de la République, c'est celui donc de poser directement une question au peuple sans passer par l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair, que je n'ai pas parlé trop rapidement. De toute façon, vous pouvez vous passer la vidéo autant de fois que vous le voulez. Et vous n'hésitez pas à visionner la vidéo Retenir l'essentiel, qui est vraiment très claire, très simple, et qui synthétise ce qu'il faut retenir pour le brevet. Voilà, merci, et à bientôt.